Moi, je vous remercie d'être venus ce soir, si nombreuses et si nombreux. Je suis extrêmement touché. C'est aussi un anniversaire pour moi parce qu'en fait, j'avais fait le séminaire de l'Institut. Il y a 10 ans exactement, j'avais donné un séminaire ici dans le même cadre. Et ça avait été avec grand plaisir. Et Dominique m'avait invité à parler à un séminaire grand public et j'avais décidé de parler de ce que je faisais en recherche. Et puis là, elle m'a demandé de refaire un séminaire. Alors j'étais un peu désarmé parce que j'allais pas refaire le même séminaire 10 ans après, ça aurait été amusant. Et donc j'ai réfléchi un peu et je me suis dit finalement que j'allais faire un séminaire qui s'intéresse à la modélisation mathématique, comment les mathématiques permettent de voir le monde. Je suis touché de voir autant de gens dans la salle alors qu'il y avait mathématiques dans le titre, ce qui normalement est un excellent moyen d'avoir personne dans la salle. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de mathématiques, c'est plus faire sentir un peu comment fonctionnent les mathématiques, comment résonnent les mathématiciens, ce qu'ils peuvent nous dire sur le monde, à quel point finalement les mathématiques peuvent être utiles, par exemple en période de pandémie ou en période de changement climatique, et à quel point elles viennent vraiment en complément de l'intuition. On ne peut pas toujours faire confiance à son intuition. C'était ça l'idée. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser des expériences un peu surprenantes que j'avais mis au point et utilisées, pas pour ma recherche, mais pour mon enseignement. Donc c'est les expériences que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des choses que j'ai utilisées en cours à l'école normale, en première année d'école normale, avec des élèves qui arrivent pour faire un cursus maths ou physique, ou maths physique, les deux parfois, et avec l'idée que certes on va calculer et faire des choses ennuyantes, mais c'est pas idiot de commencer par quelque chose d'un peu surprenant et puis qui va te donner envie de travailler et de comprendre. Donc nous, on va pas faire la partie calcul, on va s'intéresser seulement à la partie amusante. Alors pour commencer, en fait, je vais vous distribuer un petit cylindre. Alors j'en ai pas assez pour tout le monde, mais je peux en passer un par rang. Peut-être fais-le passer. Tenez, je reviens. Tenez, 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 je vous en prie. Tiens. Ah, il n'y a que des tricheurs, là, c'est que des scientifiques. Donnez-moi ça, là. Il y a des scientifiques, ils n'ont pas le droit d'avoir... Toi, tu as le droit. Tenez. Tenez, je vous en prie. Je vous en prie. Tenez. Tenez. Vous en avez déjà un? Puis je vous en donne un deuxième. Il m'en reste encore. Vous en voulez un deuxième? Allez. Voilà, j'ai fini mon stock. Alors, donc ça, c'est une petite expérience que je proposais aux élèves comme premier exercice, comme premier TD, en fait. Vous voyez, c'est un cylindre, tout bête, hein, un cylindre PVC, sur lequel on a fait un signe noir et un signe rouge. Et puis, on va le poser sur la table. Donc là, il y a une petite caméra, hein, vous voyez l'expérience sur la table. Et en fait, on va... Alors, vous allez certainement le faire tomber. Je ne sais pas si vos tables sont bien équilibrées, mais ça n'en sera que plus amusant. Donc, vous allez appuyer sur un des symboles, vous choisissez lequel, vous appuyez dessus et vous laissez partir. Et ça tourne comme ça, vous voyez. Donc, on peut choisir un symbole ou l'autre, le noir ou le rouge, faire l'expérience et ça tourne. Et alors, sur la caméra, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais avant de perdre tous vos cylindres, je n'avais pas encore donné le top départ. Je n'avais pas encore donné le top départ. Mais avant de faire tous tomber vos cylindres, quand vous faites l'expérience, je m'en doutais, hein. Je le savais, je le savais. Ça fait pareil avec les élèves. Quand vous faites l'expérience, en fait, vous allez voir le cylindre tourner. Et la chose surprenante, c'est que vous allez voir un seul des deux symboles, soit le noir, soit le rouge. Et celui que vous allez voir, c'est systématiquement celui sur lequel vous avez posé votre doigt quand vous avez appuyé. L'autre, on ne le voit pas. C'est un peu surprenant. Hein, c'est un cylindre, il est solide, il ne se déforme pas. Et quand je le fais tourner, je vais voir un seul des deux cylindres, un seul des deux signes, et qui plus est, je le vois 4 fois. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à faire l'expérience. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer l'expérience. Donc je l'ai filmé avant, parce que comme ça, on le voit, puis il y a le bon nombre d'images. Vous voyez, là, on voit 4 fois le point noir. 4 fois le point rouge. Alors essayez de le faire, allez-y. Si vous perdez les cylindres, c'est pas grave, on les cherchera demain. C'est quand même assez agréable de le voir par soi-même. Et c'est très irritant, c'est très énervant. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à le voir à peu près, outre à l'écran?
Ça, finalement, alors c'est une expérience qui n'a rien de scientifique, c'est simple, c'est presque le genre d'histoire qu'on pourrait raconter au café pour amuser les amis. Mais en fait c'est quand même... Je ne peux pas, c'est seulement enregistré, il n'est pas répété dans la salle. Mais je vais porter ma voix un petit peu. Donc, j'espère que vous avez vu l'expérience. Comme je le disais, c'est une expérience très simple, ce n'est pas une expérience scientifique au terme propre. Encore que pour la comprendre proprement, il y a quand même du calcul à faire, hein. Je vous assure que les élèves ne s'amusent pas toujours à faire le calcul. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans cette expérience, c'est que vous touchez du doigt la démarche scientifique. C'est-à-dire, on voit quelque chose qui est surprenant, on essaie de le comprendre, et je ne vais pas vous donner la solution tout de suite. Et vous allez voir, c'est irritant. C'est très énervant. On a vu ça, et puis on comprend bien que ça marche dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi 4 fois? Pourquoi on ne le voit pas 5 fois, 6 fois? Pourquoi c'est 4 fois? Et pourquoi on voit systématiquement celui sur lequel on a posé le doigt et pas l'autre? C'est irritant. Donc vous allez recommencer l'expérience. Si je vous laissais jusqu'à demain pour chercher, vous partiriez avec le tube et puis ce soir vous recommenceriez pour essayer de comprendre. Et ça vous énerve, des choses qui ne marchent pas. Et voilà, je sais que dans la salle, il y a beaucoup de cartésiennes et de cartésiens qui sont venus. Si vous voyez des chercheurs ou des chercheuses dans le village qui sont un peu comme ça, en train d'avoir un air absent, c'est pas que les scientifiques sont fous, encore que, mais c'est qu'en fait, ils pensent à ce genre de... Il y a quelque chose qui les travaille. Et c'est ce genre de question, alors c'est pas celle-là évidemment, mais c'est ce genre de démarche d'arriver sur quelque chose qu'on voudrait comprendre, qu'on n'arrive pas à comprendre et qui nous travaille, et qui nous travaille, et qui nous travaille jusqu'au jour où on l'a compris. Et le but, essentiellement de nos travaux en général, c'est d'avoir des problèmes comme ça qui modélisent le monde réel, qui sont plus complexes que celui-là, mais qui vont nous obnubiler parce qu'on veut vraiment arriver à comprendre ce qui se passe. Et que c'est très énervant, et que si je partais ce soir sans vous donner la réponse, vous m'en voudriez. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui énerve et qui occupe l'esprit quasiment en permanence. Et c'est ça qui fait que les scientifiques ont parfois l'air un peu fous ou pas sérieux. Dominique m'a un peu aidé en me disant que les scientifiques n'étaient pas sérieux et venaient à Cargèse en période estivale, au moins un scientifique. Et c'est pas entièrement faux. Mais c'est pas non plus hein, la bonne présentation. La bonne façon de voir, c'est effectivement ce côté passionné par ce qu'on fait et d'essayer de réfléchir en permanence pour essayer d'arriver à comprendre ce qui se passe. Alors, donc je ne vous donne pas la solution et je vais vous parler de deux autres objets un peu surprenants aussi, que vous devez connaître. Celui-là, vous devez le connaître. Ça, c'est un excellent exemple de quelque chose qui est apparu dans la société extrêmement vite et qui a disparu aussi vite. Maintenant, c'est collector. Hein, pour trouver quelque chose comme ça. Pendant un temps, tout le monde en avait et jouait avec ça. Donc ça s'appelle un hand spinner ou un fidget spinner, selon qu'on le dit en France ou en anglais. Et ça a pendant un temps beaucoup amusé les jeunes dans les cours de récré qui jouaient à le faire tourner comme ça. Puis c'est vrai que ça fait quelque chose de curieux quand on essaie de le forcer à dévier de son axe comme ça. On sent une force un peu surprenante. Donc la roue tourne et puis on essaie de la faire tourner et on sent que, alors qu'on la pousse à tourner comme ça, on va être poussé vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez faire l'expérience, selon le sens où elle tourne, vous allez être poussé vers le haut ou vers le bas. Donc j'en ai plus que deux, parce que c'est comme je vous dis, c'est collector, c'est difficile à trouver. S'il vous plaît, ne les perdez pas, mais je vous laisse vous rappeler vos sensations avec le spinner en le faisant passer. Et effectivement, vous avez cet effet-là. Alors ça, c'est la version cours de récréation d'un objet beaucoup plus sérieux qui s'appelle un gyroscope. Alors, voilà un gyroscope. Vous voyez, c'est un disque lourd en laiton qui est entraîné, qui tourne très très vite. Et le comportement de l'objet va être très surprenant quand le disque va tourner. Donc là, il ne tourne pas. Vous voyez, il y a une petite barre ici, et vous doutez bien que si je le tiens comme ça, je exerce vraiment un effort parce que ça pèse assez lourd, et ça a envie de tomber, évidemment. Le poids a envie de le faire tomber, tourner comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va le mettre en rotation, et on va voir ce qui se passe. Et vous allez voir la même chose que ce que vous sentez un peu avec le hand spinner, mais beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand on exerce une force dessus, là, ça va être le poids qui va essayer de le faire tomber. Le mouvement n'est pas dans la direction de la force, mais perpendiculaire à la force, ce qui est assez surprenant. Donc celui-là est assez précis. Il a été désigné très précisément. Il y a un petit moteur pour le lancer. Donc je vais attendre que je l'entraîne. Vous entendez peut-être, il tourne de plus. Vous sentez, hein, dans un sens, il va vers le bas, dans l'autre, il va vers le haut. Donc je vais faire mon possible pour ne pas le casser. C'est fragile. Et donc c'est un disque en laiton assez lourd qui est entraîné, qui tourne de plus en plus vite, hein, que j'entraîne avec un moteur. Et j'attends là qu'il atteigne une vitesse de rotation stationnaire. Voilà. Donc là, maintenant, le disque en laiton tourne. Et je vais faire en fait ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accrocher par cette petite poignée ici qui est sur le côté.
et donc il va avoir envie de tomber, puisqu'il n'est tenu que par un côté. Et en fait, il n'arrive pas à tomber. La force qui le fait tomber, qui lui donne envie de tomber, est déviée par la rotation rapide, et en fait, la force qu'il ressent, c'est une force qui le fait tourner sur lui-même. Un peu comme une toupie qui précesse, hein. C'est un peu une version améliorée de la toupie. Donc ça, c'est l'objet scientifique qui se rapproche le plus du hand spinner, et vous voyez qu'il y a cette force qui en fait fait que les choses ne vont pas se comporter comme on s'y attendrait, mais que le mouvement va être à 90 degrés du mouvement qu'on attend. Je trouve ça surprenant, donc je voulais vous le montrer. Et puis je voulais vous poser une autre question, cette fois-ci savoir un peu ce que vous en pensez. C'est si je prends une roue de vélo et que je colle un autocollant sur la roue de vélo, donc vous avez un vélo comme ça, et puis une roue qui roule sur la route. Donc on ne fait pas de dérapage contrôlé, hein, la roue est en contact avec le sol, ne glisse pas sur le sol. Quel est le mouvement en fait si je mets une petite pastille dessus? Quel mouvement va-t-elle décrire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est pas complètement évident. Si on se déplace avec le vélo, ça va, elle tourne. Mais si on regarde le vélo de côté et qu'on veut regarder ce qui se passe, c'est pas complètement évident ce qui va se passer. Alors en fait, ça, c'est des mathématiques. Là, pour le coup, on est vraiment dedans. Ce qui va se passer, c'est que la pastille va décrire une courbe qu'on appelle une cycloïde. Une cycloïde droite, parce qu'on est sur une droite quand on se déplace. Et elle va décrire ce genre de forme. Alors cette forme, elle est intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que le vélo avance, vous voyez, à vitesse constante, toujours la même vitesse. Et le point rouge, lui, par contre, il n'avance pas à vitesse constante. Quand il arrive ici, en fait, il s'arrête et il repart dans l'autre direction. Il a bien fallu qu'il s'arrête puisqu'il repart à l'envers, il part dans l'autre direction. Donc en fait, au moment où il est en contact avec le sol, il est au repos. Et heureusement, parce que la roue ne glisse pas, on a dit qu'il n'y avait pas de dérapage contrôlé, la roue touche le sol. Donc évidemment, le sol est au repos. La pastille doit s'arrêter quand elle touche le sol. Elle n'a pas le choix. Donc elle arrive verticalement, vient taper le sol et repart verticalement. Par contre, quand on est en haut, ici, là, elle va 2 fois plus vite que le vélo. Parce qu'il y a la vitesse de la rotation de la roue qui s'ajoute à la vitesse de translation. Donc quand on arrive en bas, les deux s'opposent, la pastille s'arrête, quand on arrive en haut, elle s'ajoute, la pastille va 2 fois plus vite. Okay, donc ça, c'est une courbe qui s'appelle la cycloïde, et qui intéresse beaucoup les mathématiciens, alors que vous voyez, elle vient de quelque chose de très concret de tous les jours. Et bien, avec les 2 éléments que je viens de vous donner, vous avez tout pour comprendre le cylindre. Donc revenons à notre cylindre. Déjà, pourquoi 4 fois? Est-ce qu'en regardant ce cylindre, vous pouvez arriver à penser pourquoi est-ce qu'on pourrait voir les tâches 4 fois? Il y a quand même une observation, quand on fonctionne par intuition, hein. Quand on fait de la recherche, on regarde le truc, on essaie d'arriver à comprendre où est-ce qu'on pourrait trouver une faiblesse, qu'est-ce qu'on pourrait... Si vous prenez la section, ici, là, ce petit diamètre, ici, il fait 1 centimètre, alors que le tube en fait 4. Peut-être que si j'avais changé un peu la forme du tube, il serait passé autre chose. On peut jouer à ça. Ces tubes en PVC valent rien du tout, donc vous pouvez vous amuser à en fabriquer plein. Et puis en fait, quand j'appuie comme ça, vous voyez que le tube tourne sur lui-même, ce mouvement de rotation-là. Et donc je vais avoir un des bords du tube qui va tourner dans le sens d'une roue, c'est celui sur lequel je n'ai pas appuyé, et un des bords du tube qui va tourner dans le sens opposé à celui d'une roue, puisqu'il tourne dans ce sens-là. Donc il y en a un qui tourne dans le bon sens, l'autre dans le mauvais. Lequel va gagner? Il y en a un qui va appuyer sur la table et l'autre qui va se soulever, se décoller de la table. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y en aurait un qui a envie de se décoller de la table et l'autre d'appuyer sur la table? À cause de l'effet du gyroscope, l'effet du hand spinner que vous avez utilisé tout à l'heure. Vous avez vu que quand vous le faites tourner dans un sens, vous vous soulevez, dans l'autre sens, vous descendez. Vous essayez de le faire tourner, et lui, il s'oppose à ça. Il vous donne un mouvement qui va dans l'autre sens, qui est perpendiculaire. Donc, un des disques va être, si vous imaginez 2 disques qui forment le cylindre, il y en a un qui va être collé contre la table, celui qui va dans le bon sens, et l'autre qui va être soulevé, va légèrement se décoller. Il va se coller contre finalement
une plaque imaginaire qui serait un peu plus haute. D'accord? Et donc il va rouler, il roule en tournant, et comme ce diamètre fait un quart de celui-là, eh ben, la tâche rouge ou noire, selon ce qu'on a choisi, va passer 4 fois en haut pendant la révolution. Si on change le rapport, on aura 6 tâches. Ouais. Si on a... Ah oui, mais parce que vous, ouais, mais c'est parce que vous l'avez pas mesuré. Alors c'est ça qui doit faire 1,5. Mesurer ça, ça doit faire 1,5. J'espère. Vous commencez à m'inquiéter. La longueur du tube fait 4 diamètres. Tout va bien. Je suis retombé sur mes pieds. J'avais juste pas précisé dans quelle unité je travaillais. J'étais pas en centimètres. Donc c'est ça, le point important, c'est la longueur du tube qui fait 4 fois son diamètre. Merci beaucoup. J'avais pas... À l'œil, je me disais que ça faisait près 1 centimètre, mais vous avez plus l'œil que moi. Reste une question. Le tube est rigide, donc quand la tache noire passe en haut, la tache rouge aussi. Pourquoi est-ce que j'arrive à n'en voir qu'une des deux? Là, c'est quand même surprenant. Je suis certain que les deux sont passés en haut en même temps. Et pourtant, j'en vois qu'une des deux. Je vois que celle sur laquelle j'ai appuyé, ouais. Alors, il y en a effectivement une qui est celle sur laquelle je n'ai pas appuyé, qui est collée à la table. L'autre se soulève un petit peu, se décolle. Mais le cylindre reste rigide. Hein, il tourne comme ça. Donc celle-ci, celle qui est collée à la table, elle tourne comme une roue, puisque j'ai appuyé à l'envers du mouvement de rotation. Donc c'est bien celle-là qui tourne comme une roue. Celle sur laquelle j'ai appuyé qui tourne en sens inverse. Il tourne aussi sur lui-même. C'est pour ça que je ne vois pas tout le temps la tâche. Mais il reste que quand je vois la tâche rouge, je devrais voir la tâche noire en même temps. Puisqu'il est solide, les deux sont en l'air en même temps. Étonnant. Et bien la réponse est sous vos yeux, elle est là. Exactement. Exactement. Le côté qui est collé à la table, qui est celui sur lequel je n'ai pas appuyé, qui tourne comme une roue, ben, il fait ça exactement. Donc la tâche s'arrête quand elle est en bas contre la table, mais je ne la vois pas. Et quand elle est en haut, elle va vite. Elle va 2 fois plus vite que le cylindre. Alors que l'autre, elle tourne dans l'autre sens. Elle fait une cycloïde qui serait contre une plaque qui serait en haut. Elle fait le contraire. Elle s'arrête pour qu'on la voie. Chaque fois qu'elle passe en haut, elle s'arrête. Elle tourne contre une plaque invisible qui est en haut. Le mouvement des deux tâches, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, là, on verrait la tâche rouge. Hein, la bleue s'arrête quand elle est en bas, mais elle passe très très vite sous nos yeux en haut. Et l'autre s'arrête chaque fois pour qu'on puisse la voir. Elle fait une cycloïde dans l'autre sens. Donc voilà un exemple. Alors c'est simple, hein, on n'est pas en train de faire de la science de haute volée, mais on introduit des choses intéressantes, comme par exemple pour les mathématiciens, s'il y en a dans la salle, les sections de points carrés peuvent s'introduire là-dessus, parce qu'on va regarder un système dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui décrit quelque chose qui évolue dans le temps, et on regarde son comportement, et on se pose la question de ce qu'il arrive à un système chaque fois que le tube est tel qu'on voit les deux tâches. Et en fait, on regarde les vitesses des deux tâches, et on voit que dans cette section de points carrés, une tâche va vite et l'autre va lentement. Bon, voilà. Je ne vous ai pas laissé chercher très longtemps, mais vous imaginez ce que ça fait quand on cherche pendant parfois des années pour arriver à comprendre un phénomène, et pourquoi on a parfois l'air un peu détaché du monde réel. Alors, je vais vous montrer une deuxième expérience qui est assez surprenante aussi, je trouve, et qui donne aussi lieu à un bel exercice. C'est celle du lancer du livre. Donc, il faut prendre un livre auquel on ne tient pas trop. J'y tenais tellement pas que j'ai mis des faces de couleurs différentes dessus. Et puis, il faut penser à mettre un scotch ou un élastique qui tienne le livre fermé, parce que quand on le lance, il a tendance à s'ouvrir et ça complique les choses. Alors, c'est presque un tour de magie, ce lancer de livre. Vous voyez ici, j'ai une face où il y a la tranche qui est bleue, sur laquelle je vois le titre, et puis l'autre tranche qui est orange. Vous vous souvenez bien que la bleue est sur ma main droite. Et donc, je vais lancer le livre comme ça, avec un mouvement de rotation, et je le rattrape. C'est de l'autre côté. Je vais le refaire parce que je ne l'ai pas fait tomber, donc c'était pas drôle. On savait que ça arriverait. Orange là, bleu là. Alors que je fais juste ça. Ah, il fait des choses extraordinaires. Mais je ne lui ai pas demandé. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était ça en fait. Hein, donc j'ai essayé de lancer le livre aussi proprement que possible comme ça, et puis il s'est amusé à faire des choses et à revenir à l'envers.
pareil, c'est un peu énervant. Alors, pour un scientifique, c'est insupportable. Il faut absolument qu'on comprenne pourquoi. Pour vous, ça peut être peut-être juste amusant, mais quand on a l'habitude d'essayer d'arriver à trouver des explications, on se dit, mais c'est vraiment insupportable, pourquoi ça se comporte comme ça? Alors, chaque fois que je fais une expérience, j'essaye d'avoir une petite vidéo qui montre des fois que l'expérience rate. Donc j'ai fait la même chose ici, vous l'avez au ralenti. Il se passe la même chose, et on voit que le livre tourne sur lui-même. Et bien là, on est vraiment dans les choses qu'on a du mal à comprendre si on ne met pas de modèle mathématique derrière. C'est très contre-intuitif. Le même livre, si je le lance comme un frisbee, si je le lance comme ça se passe très bien. Et si je le lance comme ça se passe très bien aussi. Je ne vais pas le faire tomber 3 fois, mais vous pouvez essayer, je vous recommande de l'essayer. Et en fait, les explications de ce comportement sont dans des équations qui ont été écrites par un mathématicien suisse qui s'appelle Euler au XVIIIe siècle. Et je vous montre les équations. Mais surtout, ne partez pas, il ne s'agit pas de les comprendre. C'était juste pour ceux dans la salle qui font des maths et qui veulent voir comment on modélise ça. Donc voilà, en fait, ce que vous disent ces choses-là, c'est qu'il y a des coefficients qui s'appellent les moments d'inertie du livre, qui en fait nous disent, sur les 3 axes, on prend 3 axes, X, Y et Z, qui sont attachés au livre. Ils bougent avec le livre pendant que le livre prend son vol. Et sur chacun de ces axes, on va calculer un coefficient qui s'appelle le moment d'inertie, il y en a 3, et qui en fait va être d'autant plus grand que la matière est loin de l'axe. Donc vous voyez que sur l'axe X, on a le moment d'inertie le plus grand possible, parce que la matière est très loin du centre. Sur l'axe Z, on a le moment d'inertie le plus petit possible, parce que la matière est très près de l'axe. Et puis l'axe Y est entre les deux. Ça vous va? Donc ça, c'est ce coefficient. Et puis, oméga, c'est simplement la vitesse de rotation sur chacun de ces axes. Donc oméga x, c'est comment ça tourne sur x, oméga y, oméga z. Et en fait, ce que nous décrit ce système, c'est comment le livre peut avoir envie de tourner quand il est libre de changer d'axe de rotation. Et le point ici nous indique comment oméga x évolue au cours du temps, comment oméga y évolue au cours du temps, oméga z évolue au cours du temps. Donc en fait, elles ne sont pas si affreuses que ça, mais c'est vrai, quand on n'en fait pas tous les jours, elles font un peu peur quand même quand on les regarde, ces équations, mais on peut les étudier mathématiquement. Et ce qu'on voit, c'est que si vous faites tourner le livre selon un des axes, par exemple oméga x, vous voyez que oméga y et oméga z valent 0. Ils tournent sur cet axe-là. Donc puisque oméga y vaut 0, là il ne se passe rien. Puisque oméga z vaut 0, là il ne se passe rien. Et puisque oméga y vaut 0, là il ne se passe rien. Donc en fait, rien n'évolue au cours du temps. Donc ça continue comme c'est. Tout se passe bien. Et c'est la même chose si je le fais tourner selon oméga y, c'est la même chose si je le fais tourner selon oméga z. Autrement dit, quel que soit l'axe que je choisis, si je lance en tournant sur cet axe, tout se passe bien, il va rester sur cet axe. Ça, c'est les solutions des équations, les solutions mathématiques. C'est exactement le contraire de ce que je viens de vous montrer. D'accord ? Donc c'est trop simple comme description. En fait, c'est la différence entre résoudre une équation, chercher la solution d'une équation, et chercher sa stabilité. Alors, un exemple de ça, c'est de prendre un crayon. Si vous posez le crayon sur une table, vous pouvez revenir demain, il sera toujours là, il n'aura pas bougé. C'est une solution des équations. Le crayon ne bouge pas, tout est à l'équilibre. Et c'est une solution stable parce que, vous voyez, si je tape sur la table, il ne se passe rien, tout va bien. Je peux la perturber, ça ne change rien. En théorie, poser le crayon sur la pointe, c'est une solution aussi des équations. Parce qu'en fait, si vous mettez un axe vertical comme ça, la masse est répartie de manière régulière, symétrique autour. Et en fait, il n'a aucune raison de choisir de tomber d'un côté plutôt que de l'autre. Donc, en théorie, le crayon vertical est une solution des équations. Et pourtant, chaque fois que j'ai réalisé l'expérience, je suis arrivé à la même conclusion que vous, c'est-à-dire ça ne tient pas. Et la raison, c'est que je ne le place jamais exactement sur la verticale. Je tremble un petit peu, j'ai un petit angle qui va traîner. Et ça va toujours créer une instabilité. Donc c'est une solution qui existe, je peux la trouver, mathématiquement elle existe, mais elle n'a aucun sens physique, parce qu'elle n'est pas stable. Si je la perturbe, le système va s'en éloigner. D'accord ? Eh bien, si on fait le calcul mathématique, et ça occupe les élèves de l'école normale pendant quand même tout un TD, on peut voir que sur ces 3 solutions dont je vous ai parlé, il y en a 2 qui sont stables et une qui est instable. Et celle qui est instable, c'est justement la rotation autour de l'axe Y que j'ai utilisée. Alors je vous dis ça, vous allez me croire, parce que vous n'avez surtout pas envie que je me lance dans les calculs. Mais en fait, il y a aussi une autre façon de comprendre le même problème sans faire de calcul. Donc on va essayer de faire celle-là pour satisfaire l'intuition et comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Alors, je vous montre encore deux horreurs. À nouveau, ceux qui sont familiers avec ça, c'est très bien. Ceux qui sont familiers, c'est très bien. Pour les autres, vous ne formalisez pas. Ce que je vous montre juste, c'est qu'il y a 2 quantités qui sont conservées par ces équations. Alors, quelles sont ces 2 quantités ?
Ces deux quantités sont pour la première l'énergie. Alors l'énergie, vous avez l'habitude de savoir ce que c'est. L'énergie, c'est l'énergie du livre. Normalement, ça ne vous posez pas de questions particulières. La deuxième, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique, ça c'est un peu moins, on a un peu moins l'intuition de ça. L'exemple classique pour comprendre le moment cinétique, c'est un patineur ou une patineuse qui est sur la glace, qui tourne et qui rapproche les bras le long du corps et qui se met à tourner plus vite. Ça aussi, c'est surprenant quand même pour les objets qui tournent. On parle des choses surprenantes des objets qui tournent. C'est justement cette conservation du moment cinétique qui fait que, en fait, il est plus difficile. Si vous vouliez faire tourner, il faudrait appliquer un couple plus grand pour faire tourner un objet dont la masse est éloignée de l'axe de rotation que pour faire tourner un objet dont la masse est proche de l'axe de rotation. Donc, si une fois que vous l'avez lancé, si la masse se rapproche, il va tourner plus vite. Donc, c'est deux quantités qui sont conservées. Et du coup, on peut dire des choses sans faire de calcul. On peut dire des choses simplement avec la géométrie. Et je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai un problème d'éclairage, mais on n'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, vous arrivez à voir? Ça va Là, vous voyez les trois axes du livre, X, Y et Z. Si vous lancez le livre proche de l'axe X, donc c'est la question de stabilité, c'est-à-dire pas tout à fait sur l'axe X, mais la rotation est très très proche de tourner sur l'axe X, mais un tout petit peu à côté. Mais en fait, l'axe de rotation peut changer, mais il doit conserver à la fois le moment cinétique, donc rester sur une sphère, et l'énergie, et ce n'est pas la même forme, il doit rester sur une ellipsoïde. Et donc en fait, l'axe va se promener sur l'intersection d'une sphère et d'une ellipsoïde. Donc il va rester, vous voyez, très très proche de l'axe X, mais il peut se déplacer un petit peu, il peut tourner exactement comme la toupie qui tourne un tout petit peu autour de son axe de rotation. Si maintenant vous le lancez proche de l'axe Y, ben ce qui se passe, c'est toujours l'intersection d'une sphère et d'une ellipsoïde. D'accord ? Mais cette fois-ci, l'intersection, vous voyez qu'elle est beaucoup plus méchante. Elle ne reste pas proche de l'axe Y. Si vous l'avez lancé très proche de l'axe Y, en fait, il va pouvoir s'écarter, faire un tour, revenir et revenir proche de l'axe Y. L'intersection décrit un trajet beaucoup plus complexe sur la sphère. Si vous le lancez proche de l'axe Z, qui est le petit moment d'inertie, vous retombez à nouveau sur quelque chose qui est stable, c'est-à-dire que l'intersection entre la sphère et l'ellipse, vous voyez, c'est quelque chose qui est proche de l'axe. Donc on a vraiment un axe qui est cet axe Y, l'axe intermédiaire, on parle parfois du théorème de l'axe intermédiaire, pour lequel, si vous partez de quelque chose qui est près de l'axe, mais pas tout à fait sur l'axe, la direction de rotation va faire des grandes excursions le long de la sphère, passer de Y à presque Z, presque X, et donner un mouvement complètement, presque anarchique au livre. Et donc à nouveau, on comprend, j'espère que ça va pour tout le monde, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc c'est la conservation de ces deux quantités qui permet de comprendre ce qui se passe sans faire de calcul. Il faut juste me faire confiance que si je regarde sur l'axe X, Y et Z, effectivement, la conservation d'une des deux quantités, ça va être une sphère et l'autre, ça va être une ellipsoïde. Ça se trouve par le calcul sans trop souffrir, mais je ne veux pas vous imposer ça. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand je tourne le long de cet axe, tout se passe bien. Quand je tourne le long de cet axe, tout se passe bien. Et quand je tourne le long de l'axe intermédiaire, pour lequel la masse n'est ni la plus proche ni la plus loin, j'ai ce phénomène un peu curieux où l'axe de rotation va faire des écarts. Alors ce phénomène porte parfois le nom de phénomène Zanibekov. C'est le nom d'un astronaute soviétique qui, en 1985, dans la navette spatiale russe, a découvert, a observé, non pas découvert, parce que l'effet était connu avant, mais l'a observé de manière assez spectaculaire en apesanteur. Donc je vous montre la vidéo. Il dévisse un boulon sur une tige filetée, et voilà ce que fait le boulon. Ouais. Parce qu'en fait, il a été lancé très très proche de l'axe, donc il suit quelque chose de très, très régulier. Mais en fait, il suit une trajectoire. Il suit une trajectoire qui est, vous voyez, il est parti proche de l'axe, mettons ici, et il va suivre une trajectoire comme ça, en suivant toujours la même. Ouais. Donc effectivement, son axe va changer de manière régulière. Je vous
le remontre. Peut-être un petit peu difficile pour elle. Alors évidemment, la même manip a été réalisée dans la Station spatiale internationale. Donc c'est la version moderne du même film. Mais vous voyez que ça défie quand même complètement l'intuition. Enfin, on n'aurait pas du tout eu l'impression qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Et on peut le prouver que par l'étude des mathématiques. Alors comme ils étaient dans l'espace, dans la station spatiale, ils se sont aussi amusés à refaire l'expérience du livre. Donc là, vous voyez un livre stable qui tourne selon le grand axe. Il est stable. Là, selon le petit axe, il est stable. Donc c'est le plus grand moment d'inertie. Il est stable. Et puis quand vous prenez l'axe intermédiaire. Et ce phénomène s'appelle parfois, alors ça revient presque à vous montrer à nouveau que les scientifiques ne sont pas des gens très sérieux, le théorème de la raquette de tennis, parce que les tennisman et tenniswoman aiment bien s'amuser à lancer leur raquette de tennis et à faire une figure absolument surprenante avec, dont on n'a aucune idée d'où elle vient, jusqu'au moment où on a compris que c'était l'axe intermédiaire de la raquette. Effectivement, l'axe où le moment d'inertie est le plus faible, ce serait le grand axe de la raquette. La faire tourner comme un frisbee à plat, ce serait le moment d'inertie le plus grand. Et là, on est sur un axe intermédiaire. Et vous voyez que la pirouette ne rate pas. Ce qui peut rater, c'est de rattraper la raquette à temps. Voilà. Alors, je m'amuse à vous dire, en fait, les scientifiques ne sont pas des gens sérieux, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent l'image un petit peu... J'ai mis Einstein volontairement sur l'affiche tirant la langue parce qu'il est un peu décontracté et naturel, mais parfois l'impression d'être un peu dans notre monde, un peu fou, et on peut se demander si ces choses-là sont bien utiles finalement. Est-ce que c'est utile de regarder des questions comme ça de stabilité d'un livre qu'on jette dans l'espace, qu'on jette en l'air? Est-ce que ça a des applications? Et en fait, ça en a, des applications très sérieuses. Un exemple assez frappant, si vous vous souvenez probablement de la course aux satellites entre les Russes et les Américains, que les Américains ont perdu. Il y avait 2 satellites Sputnik qui ont été lancés, et puis le troisième, c'est un satellite américain, Explorer 1, 1958. Et en fait, ce satellite, c'était très proche d'une fusée, donc une forme de cigare. Ils avaient gardé le réacteur sur le satellite attaché. Et puis, ils avaient l'idée de mettre des antennes dessus. Et il se trouve que ces antennes pouvaient se déformer. Et en se déformant, ces antennes faisaient que le satellite perdait de l'énergie. Mais pas de moment cinétique, juste de l'énergie. Et pour arriver à perdre de l'énergie sans perdre de moment cinétique, il n'a pas eu d'autre solution que de se mettre à tourner autour de son petit axe. Donc on l'avait lancé comme ça, tournant autour de cet axe-là, pour que ce soit bien stable, on pensait que ça marcherait bien, et ils avaient complètement oublié que les antennes dissipant de l'énergie, ils ne pourraient pas conserver à la fois son moment cinétique et son énergie, qu'il était obligé de changer d'axe, et en fait il est devenu fou, il s'est mis à tourner complètement autour d'un axe comme ça, et donc complètement inutilisable. Donc c'est pas juste pour s'amuser, il y a des applications concrètes, réelles derrière ça. Cela dit, ça n'empêche pas de s'amuser. Et donc là, on a fait tourner quelque chose dans l'espace, en l'air, en le jetant. Je voudrais vous montrer un autre objet assez amusant. Je ne sais pas si vous avez déjà... Oui, bien sûr, pardon, merci. J'aurais dû poser. Réussi à modéliser le lancer de chat pour expliquer qu'il retombe toujours sur ses pattes. Presque à mon horreur, oui. Mais à mon horreur, parce que je désapprouve toute expérience avec un chat. Mais oui, il y a des articles qui discutent de ça, et effectivement, c'est pas du tout évident. Alors, c'est pas le lancer, c'est le lâcher simplement, le laisser tomber. Mais effectivement, le chat a un mouvement très compliqué pour arriver à ramener les pattes vers le bas, alors qu'il ne touche rien, et que tous ces problèmes de conservation se posent en fait. Donc, c'est effectivement assez complexe. Le mouvement de rotation du chat est complexe, mais je désapprouve toute expérience faite avec des chats tout de même. Je crois que c'était au ralenti. Ouais. Mais j'y étais pas. D'autres questions? C'est vrai que je n'ai pas fait de pause pour savoir s'il y avait des questions. Non? Alors un autre objet qui est assez surprenant et qui va probablement finir de vous convaincre que les scientifiques ne sont pas forcément des gens sérieux, c'est ça. C'est une espèce de toupie en fait. C'est une toupie, mais une toupie un peu inhabituelle. C'est une toupie qui est donc elle est parfaitement symétrique, qui a un petit axe pour la lancer, puis vous voyez une forme de champignon en fait, de boule comme ça. Alors je vais essayer de la lancer tout en la laissant dans le champ de la caméra si j'y arrive. Peut-être que vous verrez
aussi bien en regardant directement la toupie. En fait, cette toupie, évidemment, elle est stable comme ça, comme le crayon que j'avais posé. Si je la pose avec la boule qui est lourde en bas, tout se passe bien, elle est stable. Si je la pose comme ça, sur la pointe, d'accord, la pointe vers le bas, eh ben, elle est instable, exactement comme le crayon tout à l'heure. Elle va tomber, chaque fois que je vais la lâcher, elle va tomber, parce que j'essaie de la faire tenir sur quelque chose qui est très fin, et évidemment, c'est instable comme équilibre. Et pourtant, si je m'en sers maintenant comme une toupie et que je la lance, il se passe quelque chose d'étonnant, qui est que la position stable devient instable, et la position instable devient stable. Je vais essayer d'y arriver. Je m'en doutais. Deuxième essai. Bon, alors elle finit par s'arrêter parce qu'il y a du frottement, mais ce qu'on observe, c'est ça. Donc quand on l'a fait tourner, elle était gentiment dans son état stable, avec la partie lourde en bas et puis la partie légère en haut. Et puis en tournant, elle s'amuse à se retourner, à se mettre sur la pointe. C'est étonnant en fait. On s'attendrait vraiment à ce que ce soit instable. C'est tellement étonnant qu'il y a une photo célèbre. Donc vous avez quand même 2 prix Nobel de physique devant une toupie. Et c'est celle-là, hein, vous voyez, c'est le même modèle. Et pour vous montrer que c'est bien eux, j'ai trouvé des photos d'eux avec les mêmes costumes. Je ne sais pas si on en avait qu'un ou si c'était le même jour. Mais bon, en tout cas, on peut être prix Nobel de physique et s'étonner devant ça. Et en fait, il y a toutes les raisons de s'étonner devant ça quand on est scientifique, parce que, vous voyez, en fait, cette chose-là elle était sur quelque chose qui minimise son énergie potentielle. C'est-à-dire, si je fais tomber une balle, la balle que je tiens, elle a une énergie potentielle, elle va tomber parce qu'elle va arriver à un état où elle a moins d'énergie potentielle. Là, en fait, on s'attend à ce que tout aille bien parce qu'elle a minimisé son énergie potentielle. Là, en fait, elle a une façon très facile de la minimiser, c'est de tomber. Et de manière curieuse, elle a envie d'être dans cet état. Et ça, pour un scientifique, je vous assure que c'est quelque chose qui intrigue, la preuve. Alors, les élèves de seconde et de troisième font des stages où, vous savez, là, ils doivent passer une semaine dans une entreprise ou dans une université. Donc, à l'école normale, j'ai régulièrement eu des élèves de troisième. Ils sont très forts pour faire des petits films et les monter. Donc, je vais vous montrer celui-là parce que vous verrez probablement mieux les choses que ce que vous avez pu voir sur la table. Donc, c'est un film qui a été réalisé par des stagiaires de troisième. Donc là, vous avez l'équilibre stable. Là, vous avez l'équilibre instable. Il n'a pas envie d'être dans cet état-là. Nos amis prix Nobel. Et là, le film est un peu ralenti. C'est complètement insupportable. Donc une manière de comprendre avec les mains, même si elle est qu'à moitié satisfaisante, c'est que à cause des frictions sur la table, la toupie a choisi de stocker une partie de son énergie en énergie potentielle, justement, parce que ça ne dissipe pas, alors que la dissipation d'énergie va surtout se faire à cause du mouvement, qui est l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement. Et donc, une façon de satisfaire l'intuition physique, c'est de dire que c'est un moyen pour la toupie de tourner plus longtemps, d'arriver à stocker. Mais ça ne répond pas vraiment à la question. Et pour y répondre vraiment, en fait, il faut écrire les équations qui gouvernent ça. Je ne vous les montre pas, parce qu'elles sont bien pires que celles du livre. Parce que là, en fait, il y a les équations du livre de tout à l'heure, et puis il y a aussi l'effet du déplacement de la toupie sur la table, et de la force que la table va exercer sur la toupie pendant ce déplacement. Et il faut prendre tout ça en compte pour arriver à voir le retournement. Donc le calcul est difficile, et finalement, c'est difficile d'avoir une réponse presque intuitive. La seule façon de s'en convaincre, c'est de faire le calcul mathématique. Donc là, c'est un cas où on ne peut pas comprendre ça avec les mains, sauf si on se satisfait de cette idée qu'une partie de l'énergie est stockée en énergie potentielle pour réduire la dissipation. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, sérieuses, c'est ça on parle d'une toupie, mais des études scientifiques où on fait rouler la toupie sur du charbon pour essayer d'arriver à voir la trajectoire de la toupie, voir comment la trajectoire s'agrandit au moment où la pointe va toucher, et puis voir la marque que ça a laissée sur la toupie, et arriver à comparer ça aux équations. Et des articles qui sont publiés dans des journaux qui sont de très bons journaux de mathématiques appliquées. Donc, c'est pas des questions de second rang, c'est des questions qui, en fait, sont
pour des scientifiques presque inadmissible parce que la démarche, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Donc dès qu'on arrive sur quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut le comprendre. Et donc c'est tout à fait légitime de se poser ces questions-là, dans la mesure où c'est des phénomènes surprenants. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le satellite, ça a l'air complètement anecdotique, mais ça trouve souvent des applications, là on ne les attendait pas forcément. Alors il y a une variante de ce problème du tippy-top, qui est une variante... Ah pardon, vas-y, allez-y. Alors, je vais vous montrer un objet qui n'est pas fabriqué par l'homme. De là à dire que c'est un mouvement naturel, je n'irai pas jusque-là. Mais j'ai été chercher des œufs. Cuit ou pas cuit, la question est importante. Gardez la question et reposez-la moi tout à l'heure. Donc voilà, donc là, ce n'est pas un objet fait par l'homme, c'est un œuf. Et si vous prenez cet œuf, bah, vous voyez un équilibre. En fait, il a plusieurs équilibres stables qui sont en fait le long de cette courbe, qu'il peut décrire en tournant, hein, puisqu'il a une symétrie de révolution, donc il est stable quand l'axe de symétrie est horizontal. Et cet œuf, si vous faites la même chose avec une toupie, vous le faites tourner assez vite, il se redresse et il tourne sur sa pointe. Il a fait la même chose. Je l'ai à l'œil. Il était cuit, mais... Et bien justement, j'allais répondre à la question. Donc, vous avez vu, en fait, il fait la même chose. Il se soulève de la même façon, c'est un peu surprenant. Et si vous faites la même expérience avec un œuf cru, et ben en fait, vous n'arrivez pas à le faire tourner. Et la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à le faire tourner, c'est qu'il y a du liquide dedans qui est visqueux, et donc ce liquide se met en mouvement et dissipe l'énergie. Donc l'énergie n'est pas conservée, alors que quand c'est un solide, l'énergie est raisonnablement conservée, sauf friction sur la table, et donc il va tourner assez longtemps pour pouvoir se relever. Donc voilà une bonne façon de déterminer si un œuf a été cuit ou pas. Faites doucement quand même, parce que quand on veut faire tourner très vite un œuf cru, on peut avoir des accidents. Et là, je vous montre, donc ça, c'est en fait des ellipsoïdes allongés, un œuf. Je vous montre un ellipsoïde aplati. Alors, Dominique Donzella m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, c'est un œuf du continent. Il est aplati dans le mauvais sens. Donc, en fait, c'est du plastique, c'est imprimé. Et c'est un ellipsoïde qui est aplati. Et en fait, il a le même comportement. Si vous le posez comme ça dans son équilibre stable et que vous le faites tourner vite, il va se redresser. C'était un œuf du continent. Voilà. Je réessaye. Ne jamais rester sur un échec. Voilà. Voilà. Non, c'est du plastique, c'est imprimé en fait. C'est des imprimantes 3D qui peuvent imprimer ça. Et alors, ce travail-là a été publié dans un article scientifique qui n'est pas publié dans une petite revue. C'est un article qui est publié dans la revue Nature. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la science connaissent, mais pour un scientifique, publier dans Nature, c'est une consécration. C'est quelque chose de très dur d'arriver à publier dans Nature. Et ils ont publié un article, Keith Moffat, qui était ici à la conférence il y a 10 ans où j'avais donné un séminaire, et Yoshi Kimura ont publié ensemble, donc un chercheur de Cambridge et un chercheur japonais, ont publié ensemble un article pour comprendre le paradoxe de l'œuf qui se redresse, et vous voyez qu'ils ont réussi à le publier dans le numéro de Nature du 28 mars, c'est-à-dire le numéro de Pâques. Donc il y a quand même un certain savoir-faire. Quand on a du mal à publier d'habitude, voilà, donc les scientifiques ne sont pas forcément des gens sérieux, mais finalement ça les rend plus sympathiques, je crois. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, il ne tourne pas indéfiniment parce qu'il y a du frottement sur la table, donc il va finir par s'arrêter, comme une toupie. Donc il tourne d'autant plus longtemps que le contact avec la table est réduit à un point, ou presque un point, et donc il y a peu de frottement, et donc ça va tourner longtemps, mais ça finit par s'arrêter. D'accord, donc, je ne suis pas sûr que ce soit reproductible, ça. Je crois que, il me semble que c'est le petit bout tout à l'heure, mais je pense que c'est qu'il peut choisir l'autre selon la manière dont on l'a lancé. Ça, je pense que ça ne doit pas jouer à beaucoup. C'est une toupie qui s'appelle Tippy Top, qui est faite pour ça. Ouais, c'est un jouet américain, je crois dire qu'il le disait. Je ne sais plus si je le disais dans l'article ou pas, mais oui, c'est un modèle qui s'appelle Tippy Top qui est fait pour ça. Et le modèle apparemment n'a pas changé depuis notre expérience des prix Nobel. C'est vraiment la même. Elle est creuse à l'intérieur, mais ce n'est pas essentiel. Elle est assez lourde. Ouais. On peut trouver les vidéos sur le site de Normal Sup. Oui, je vous donnerai le lien, je les ai mis sur le site.
D'autres questions? Allez-y. Ouais, alors le vivant n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est le liquide. C'est le fait que l'intérieur de l'œuf soit liquide et le fait que quand on met l'extérieur en mouvement, on va créer une circulation dans le liquide. Le liquide va se mettre à bouger et ça dissipe de l'énergie. En fait, ça fait que l'énergie de rotation va être dissipée beaucoup plus vite que par juste le frottement contre la table. Donc, si l'œuf est cuit, la seule chose qui ralentit l'œuf, si vous voulez, c'est le frottement avec la table. Si l'œuf est liquide, ce qui va ralentir l'œuf, c'est le frottement plus le fluide qui est mis en mouvement. Et donc il va s'arrêter beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il ne monte pas. C'est pas qu'il n'aurait pas envie de monter, c'est qu'il s'arrête avant d'avoir eu le temps de monter. Mais les forces qui s'exercent dessus lui donnent toujours envie de se redresser, comme tout à l'heure. D'autres questions? Oui, là, dans cette affaire-là, il y a la gravité. Donc, dans le livre qu'on avait lancé, on était en apesanteur, c'est ce qu'on faisait dans la Station spatiale internationale. Là, ici, la raison même pour laquelle je peux faire tourner quelque chose sur cette table, c'est parce qu'il y a une force de gravité, sinon ça s'envolerait. Hein, il suffit que je lui donne une petite impulsion vers le haut et ça partirait. Donc oui, la gravité joue dans cette affaire, mais ce qui joue vraiment dans le retournement, elle est importante, disons, dans l'expérience qu'on a faite, mais ce qui joue vraiment dans le retournement de l'œuf, le fait qu'il se soulève, ou de la tippy top, c'est la friction contre la table. Gardez la question pour la fin. Gardez la question pour la fin parce qu'on va en parler. Pas d'autres... Alors après, donc je vous ai montré des trucs étonnants. Je vous ai montré des choses qui tournaient, qui faisaient des choses qu'on ne s'attendait pas à voir, des points qu'on voyait pas, des objets qui tournaient, qui se redressaient. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de fabriquer un objet? Donc, par exemple, ça, à nouveau, c'est une section d'ellipsoïdes. On aime bien les ellipsoïdes en maths. Donc ça veut dire simplement que c'est une section de quelque chose qui ressemblerait presque à une sphère, mais avec un rayon qui est différent dans cette direction-là et dans celle-là. Un objet qui tourne dans un sens, mais pas dans l'autre. Si on voulait essayer, ce ne serait pas facile quand même. Et pourtant, en fait, c'est un jouet. C'est un jouet qui existe, qui se trouve dans le commerce aux États-Unis. Donc je vous en donne un à nouveau par rangée. Ne me les perdez pas, mais vous pouvez les essayer. Cette petite coque de bateau, là, ici, qui a l'air de rien, je vais la lancer, vous voyez, je la lance, je la pose sur la table, la coque vers le bas, et je la fais tourner, et elle est têtue, elle refuse, alors que dans l'autre sens, ça va bien. Donc il y a un sens dans lequel elle est contente, elle tourne assez bien, et puis l'autre, elle ne veut pas. Et puis alors elle ne veut pas, hein, c'est... C'est totalement contre-intuitif. Donc c'était le but, hein, d'arriver à vous montrer des petites expériences. Et là, si vous ne faites pas un peu de calcul dessus, vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe sur cette affaire-là. Donc je vous laisse jouer avec ces choses-là. Si vous prenez la coque de bateau qui est ici, en fait, alors celles-ci, elles sont vendues pour, et donc elles ont été un tout petit peu usinées comme il faut pour que ça marche. Celle-là, elle est parfaitement honnête. Elle a été faite de manière parfaitement symétrique. C'est-à-dire que si je fais passer un plan ici, c'est complètement symétrique. Si je fais passer un plan ici, c'est complètement symétrique. Et donc, elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre, de manière assez évidente. Pourquoi? Parce que si j'ai un plan de symétrie comme ça veut dire que je pourrais regarder l'objet dans un miroir, je verrai le même. Et donc, elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. D'accord? À partir du moment où il y a une symétrie dans l'objet, je peux le faire tourner dans un sens, je peux le faire tourner dans l'autre. Alors en fait, comme le livre, il a des axes principaux d'inertie qui sont celui-ci, celui-ci et celui-ci, x, y, z, comme on avait pour le livre. D'accord? Et maintenant, je vais répartir la masse décalée par rapport aux axes principaux d'inertie du solide. Donc je mets une barre qui, vous voyez, elle n'est pas parfaitement dans l'axe, je la tourne. Et en fait, le simple fait de faire ça, ça casse la symétrie dont je vous parlais. Si je mets un miroir ici, ça ne va plus être bon. Si je mets un miroir ici, c'est plus bon. Ben, le simple fait de faire ça, alors en fait, pour comprendre ça, il faut vraiment faire des mathématiques et des systèmes dynamiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, juste quelques mots très rapidement pour celles et ceux qui en ont fait un petit peu, c'est que le mouvement de rotation est instable
pour un mouvement d'oscillation. Et cette oscillation est elle-même instable pour la rotation dans l'autre sens. Voilà. Et en fait, donc les petits objets que vous avez là, qui sont des objets qu'on trouve dans le commerce, sont usinés de sorte que la masse n'est pas répartie exactement pareil des deux côtés. Il y a cette petite oscillation qui se met en place. C'est très léger, ça se voit à peine, mais ça suffit à créer ces oscillations qui déstabilisent le mouvement de rotation dans un sens pour le faire réapparaître dans l'autre. Dans l'autre sens, si on le fait tourner, il est assez content de tourner. Alors que là... Alors en fait, les gens ont étudié ça d'assez proche, d'assez près, et en fait, la question que vous posez a du sens, c'est-à-dire que l'explication que je vous ai donnée est un tout petit peu simpliste. En fait, quand on le fait tourner dans le mauvais sens, il est très rapidement instable et se met à tourner dans l'autre. Quand on le fait tourner dans le bon sens, il reste longtemps dans cet état, mais il finit par se déstabiliser aussi et tourner dans l'autre. Il aime bien changer de sens, mais il met beaucoup plus longtemps dans un sens que dans l'autre. Donc si vous allez dans ce sens-là, là il est content, mais il va quand même finir par changer de sens. Il met juste un peu plus de temps que dans l'autre sens. Donc ça, c'est quelque chose qui s'appelle un anagire en français, un rattleback ou un celt en anglais. Et à nouveau, c'est des choses qui donnent lieu à des études vraiment sérieuses. Vous avez ici un papier qui est quand même assez récent, 96, dans un journal à nouveau de très bonne qualité en mathématiques, par un scientifique de haute renommée. C'est un mathématicien et un cosmologue, qui s'intéresse à la cosmologie. Et il a fait des travaux très très connus sur les structures de l'univers, des choses comme ça. Il s'est intéressé quand même à ce problème du rattleback, à essayer de comprendre ce qui pouvait bien arriver pour ce problème. Des questions ? Alors, vous avez à votre droite un des experts mondiaux de la question des oscillations des bateaux, qui s'est intéressé justement à comment propulser un bateau, même en sautant, en se mettant debout sur un bout du bateau et en sautant au bon rythme, on peut arriver à générer des ondes qui font que le bateau va avancer. C'est quelque chose de complexe, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on regarde là, parce que là on regarde, vous voyez, juste le frottement avec un solide. Là maintenant vous allez être sur un fluide, donc vous allez émettre des ondes. Donc le comportement va être différent. Donc la réponse n'est pas « oui, ce qu'on vient de voir là s'applique directement à un bateau ». Mais la réponse qui reviendrait à dire « ne vous inquiétez pas, sur un bateau, il ne se passe rien » est fausse. Et si vous avez plus de questions, je vous invite à en discuter après le séminaire avec Graham. D'autres questions? Alors, comme ça fait un moment que je parle, j'envisageais de prendre une tasse de thé. Parce que le thème de cette école cette semaine, c'est l'étude mathématique des écoulements fluides. Et c'est vrai que je vous ai plus parlé de solide que de fluide. Alors, quand on fait une tasse de thé avec une boule à thé, alors c'est pas vraiment du thé, en fait, là j'ai mis du poivre, mais quand on fait une tasse de thé avec une boule à thé, comme il faut, il y a souvent des feuilles qui passent par les trous de la boule à thé et qui vont au fond de la tasse. Donc voilà les feuilles que vous voyez ici. Vous voyez une tasse avec de l'eau et des petits grains qui sont là, des grains de poivre qui sont posés au fond. Et puis, votre thé est trop chaud quand on vous le sert, donc vous le touillez pour le refroidir, n'est-ce pas? Et donc vous imprimez un mouvement circulaire au fluide. Qu'est-ce qui peut bien arriver aux feuilles qui sont dans la tasse? Elles remontent, elles se regroupent. Alors moi, quand je tourne, j'ai peu d'expérience de la rotation. La dernière fois que j'étais sur un manège, j'étais quand même assez jeune. Mais quand même de mémoire, je penchais plutôt vers l'extérieur quand j'étais sur un manège. Et chaque fois que j'ai pris le train ou la voiture et qu'il y avait un virage, je penche vers l'extérieur. Donc je suis poussé à l'extérieur. Ce qu'on appelle la force centrifuge, qui est bien comprise. Donc on comprend bien qu'effectivement, quand il y a un mouvement et qu'on impose une rotation, la tendance c'est d'aller vers un mouvement rectiligne uniforme. On a envie d'aller tout droit, donc on va être poussé à avoir envie de continuer tout droit et de pencher vers l'extérieur. Et pourtant, si vous prenez une tasse de thé et que vous touillez le fluide, c'est ce que vous avez dit, madame, elle se regroupe. Et elle se regroupe au centre de la tasse. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'on vient de leur demander. On leur a demandé d'aller à l'extérieur parce qu'elles tournent, donc elles ont envie d'être poussées. Et elles font exactement le contraire, elles se regroupent au centre.
Alors j'ai emprunté à Einstein sa photographie pour la couverture de l'affiche. C'est la justification. En fait, Einstein a travaillé sur ce problème. Il avait déjà eu le prix Nobel. Il a travaillé sur ce problème, papier en 1926, où il étudie l'écoulement dans la tasse de thé. Ce n'est pas un faux, hein, c'est vraiment Albert Einstein, ce n'est pas un homonyme. Et il étudie le mouvement dans la tasse de thé. Vous voyez qu'il explique qu'en fait, quand vous faites tourner le fluide comme ça, il y a un mouvement complexe qui se met en place dans un plan vertical comme ça, qui est un mouvement où le fluide s'écarte certes à l'extérieur, mais en fait se rapproche au fond. Il va vers le centre de la tasse et entraîne les feuilles. Et Einstein n'était pas du tout, enfin, il était loin d'être idiot, il avait plein d'idées. Et du coup, quand il a écrit cet article, il s'est dit, mais en fait, c'est une bonne trouvaille cette affaire. Et ça explique aussi les méandres des rivières. Donc ce papier, en fait, c'est pour expliquer les méandres des rivières. Il explique qu'en fait, si la rivière descend tout droit, il ne se passe pas grand-chose. Mais s'il y a quelque chose qui la dévie un petit peu, un caillou, un obstacle, et qu'elle fait un petit mouvement de rotation comme ça, eh bien ce mouvement ici va aller éroder l'extérieur de la rivière pour ramener du sédiment vers l'intérieur de la rivière. Donc ça va creuser le mouvement et ça va créer les méandres. Donc, il n'est pas connu pour avoir fait beaucoup de mécanique des fluides, mais il a fait un article sur ce problème de mécanique des fluides pour expliquer les méandres des rivières, en expliquant au passage la tasse de thé. Albert Einstein, quand même. Et on a une lettre, c'est officiel, de Schrödinger, prix Nobel de physique aussi, qui écrit une lettre très sérieuse à Einstein pour discuter physique, et qui lui dit à la fin que vraiment il est très content pour son explication sur la tasse de thé, d'autant plus que sa femme lui avait posé la question et qu'il ne savait pas répondre. Ils étaient amis. Et il lui dit donc qu'elle a dit qu'elle ne boirait plus jamais son thé sans penser à lui. Donc vous voyez que si je voulais vous démontrer que les scientifiques ne sont pas des gens sérieux, je pense que j'aurais réussi. J'espère que vous partez quand même avec l'idée qu'ils ne sont pas pas sérieux que ça et que c'est plutôt une façon de s'amuser des choses. Mais en tout cas, que la curiosité scientifique est essentielle. C'est-à-dire ce qui fait qu'on cherche à comprendre, c'est cette curiosité. C'est pourquoi je vois qu'une tache sur le cylindre qui tourne, pourquoi les feuilles vont vers le centre, etc. Donc l'explication d'Einstein, c'est vraiment ce mouvement-là. Donc voilà le mouvement un peu plus proche. C'est d'expliquer qu'en fait, effectivement, quand le fluide tourne, il est poussé vers l'extérieur, il y a une force centrifuge. Quand il arrive sur le fond de la tasse, il est obligé de ralentir. Hein, parce qu'il frotte sur le fond de la tasse. Alors, il a envie d'aller vers l'extérieur, mais il ne peut pas, parce qu'il y a le bord du verre qui le retient. Donc il y a une force qui le pousse, qui l'empêche de sortir, qui s'appelle un gradient de pression, une pression exercée par la tasse de thé sur le fluide pour lui dire non, on ne sort pas, c'est impossible. Et il se trouve que cette force, elle continue à exister au fond, alors que le fluide ne tourne plus très vite au fond, parce qu'il frotte sur le fond de la tasse. Et donc le fluide est poussé vers le centre au lieu d'être poussé vers l'extérieur, parce que cette force est toujours là, alors que l'effet de la rotation, lui, a disparu, parce que le fluide a ralenti. Alors à nouveau, là, si vous m'autorisez juste 2 minutes, je peux prendre encore 2 minutes, vous êtes peut-être trop fatigué ou non, ça va? Si je peux prendre encore 2 minutes, là, ça a un lien avec des choses de recherche, des choses qu'on fait vraiment en recherche, en particulier que j'ai fait en recherche, qui sont les cyclones tropicaux. Vous voyez, je vous parle d'une tasse de thé, ça a l'air complètement anecdotique, mais un cyclone tropical, c'est en fait un gros tourbillon qui frotte sur l'océan, et il y a plein de choses à comprendre. Il y a réellement des enjeux sur les cyclones tropicaux. On n'essaie pas de les comprendre juste pour la curiosité mathématique. Et alors une question qui elle, est plus mathématique qu'une autre, c'est pourquoi y a-t-il un trou au milieu des cyclones tropicaux? Ce qu'on appelle l'œil. C'est une région où il n'y a pas de nuages, pas de pluie, où il fait calme, il y a des vols de reconnaissance dedans. Vous voyez ici le mur de l'œil, qui est un mur de nuages dans une région qui est par ailleurs calme. Vous avez ici un œil de cyclone vu de l'espace. Vous voyez que c'est une région vraiment où les choses sont très calmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fluide, ça c'est connu, le fluide redescend sur l'axe au lieu de monter. Donc au lieu d'avoir de l'air humide qui monte et qui forme des nuages, on a de l'air sec qui arrive d'en haut et qui descend. Et la raison pour laquelle cet œil est là, pourquoi le fluide redescend sur l'axe, n'est pas comprise. Ça peut vous paraître surprenant parce que les scientifiques ont l'air sérieux, ils devraient comprendre pourquoi il y a un œil dans les cyclones. Non, c'est vraiment des questions sur lesquelles les gens débattent. On essaie d'arriver à comprendre pourquoi y a-t-il un œil. Et différentes théories sont proposées, dont une qu'on a proposée avec Ludivine Ruba qui est dans la salle et Peter Davidson de Cambridge il y a quelques années, qui en fait repose presque sur le même principe que la tasse de thé, c'est-à-dire qu'au fond de la tasse, il y a du frottement, et vous voyez que si le fluide, l'air chaud et humide monte près du cyclone, comme ça il fait ce mouvement d'ascension, en frottant au fond, il va avoir envie de tourner dans l'autre sens. Ça crée des tourbillons qui vont dans l'autre sens, parce que l'air qui est au-dessus avance et celui qui est au fond est bloqué, il frotte. Et ces tourbillons, en fait, donc là je vous le fais de manière très schématique, mais ces tourbillons sont transportés par l'écoulement, et puis par diffusion, en fait, ils créent un tourbillon qui tourne dans l'autre sens, près de l'axe, qui tourne dans ce sens-là et qui vient se loger ici, et qui fait redescendre de l'air sec près de l'axe. Donc en fait, avec ce genre de, pas vraiment la tasse de thé, mais en tout cas ce genre d'équation, ce genre de modélisation, on arrive à proposer des explications sur pourquoi
au centre d'un cyclone tropical, il y a une zone de calme sans nuages, qui n'est pas complètement évident. Et c'est intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ma recherche, donc ça me passionne. Mais il y a une autre raison, c'est que ça touche au sujet du séminaire, c'est-à-dire les modèles mathématiques. Une tasse de thé, ce n'est pas un cyclone. L'atmosphère, c'est très compliqué. Il y a des nuages. Et moi, je vous dis qu'en comprenant simplement une mécanique des fluides très simple de la couche limite, on va comprendre quelque chose. Et les mathématiciens raisonnent toujours comme ça. Donc, les mathématiques sont très efficaces. J'ai essayé de vous montrer sur des exemples que l'intuition pouvait se tromper et que c'était grâce aux mathématiques qu'on allait comprendre ce qui se passe. Mais il reste toujours ce problème du modèle. Ce que les mathématiciens regardent, c'est un modèle, ce n'est pas le monde réel. Et donc, il y a des approximations qui sont faites. Et celle-là, elle pose toujours question. Si vous regardez une pandémie, vous faites un modèle du Covid, eh ben, il faut se poser la question, qu'est-ce que les mathématiciens ont mis dans leur équation? À quel point ils ont approximé le monde qui nous entoure? Qu'est-ce qui peut arriver qui n'est pas dans le modèle? À partir du moment où on a le modèle, on est très fort en mathématiques pour arriver à avoir la solution du modèle. Mais ce modèle, lui, il a un lien ténu avec la réalité et complexe. Et c'est cet aller-retour entre le modèle et le monde qui nous entoure qui n'est pas évident. Si vous avez encore 2 minutes, je vous montre un dernier exemple qui illustre aussi les difficultés d'utiliser les mathématiques pour comprendre le monde, qui n'est pas le lien entre le modèle et la réalité, mais qui est autre chose. Et alors, pour vous montrer ça, je vous ai apporté un pendule. Alors, les pendules, vous connaissez en fait. Si vous avez une horloge à balancier, une vieille horloge à balancier, c'est ça, un pendule, c'est quelque chose qui oscille. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui a un équilibre stable en bas. Hein. Quand il est comme ça, il est content. Il est stable, je peux revenir demain, il y sera encore. Un équilibre instable, comme ça. Si je le lâche, il sera toujours un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il va forcément tomber d'un côté ou de l'autre. Et puis, si on le lâche à côté de cet équilibre, il oscille. Il conserve son énergie, qu'il transfère d'énergie potentielle à énergie cinétique, potentielle, cinétique. Donc, c'est très très proche de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Quelque chose qui oscille comme ça. Donc, je vous montre juste une petite animation, parce qu'on trouve des jolies sur Internet, qui vous montre cette notion de stabilité. Donc celui qui est en bas, qui est bleu, va rester là. Le rose, il a été un tout petit peu décalé, à peine. Et il va revenir un tout petit peu décalé, et revenir de l'autre côté. Donc il oscille aussi. D'accord? Donc vous avez vraiment un équilibre qui est stable en bas, puis un équilibre qui est instable en haut. Si vous perturbez un tout petit peu, vous n'arriverez jamais à être dessus. Il ralentit, mais il va repartir. Il n'y reste pas. Il ralentit, il va très lentement. Tout à fait. Il est très très proche d'un endroit où il aimerait bien rester, mais dès qu'il s'en écarte, il s'en va. Il s'en va. Alors en fait, un pendule, c'est très amusant si on veut faire des exercices de maths. Hein. Les élèves de l'école en font beaucoup avec le pendule. Et ça a l'air amusant comme ça. Si le pendule, l'amplitude des battements est assez petite, la période est constante, donc ça permet de faire des horloges et de mesurer le temps qui passe. Si le mouvement est grand, elle est plus constante et ça permet de faire des équations compliquées et des problèmes très jolis pour les élèves. En fait, ce pendule, il est plus compliqué que ça. Celui que je vous ai apporté, c'est un pendule au bout d'un pendule. Ça s'appelle un double pendule. Donc vous avez ici un pendule, celui que vous avez vu tout à l'heure, et puis ici aussi, vous avez un pendule. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça va faire? Donc lui, il a envie d'osciller gentiment, mais il oscille autour d'un point qui lui-même oscille autour d'un autre point. D'accord? Je vous montre ce que ça fait. Et maintenant, je vais vous demander combien de tours il va faire à droite. Et vous n'en avez aucune idée, parce qu'on a l'impression qu'il vit sa propre vie. Il est presque vivant, ce pendule. On a l'impression qu'il s'est calmé, puis pof, il se remet à faire 2 tours, dans un sens, dans l'autre. C'est pas du tout régulier, c'est exactement ce que je voulais entendre. C'est pas du tout régulier. Donc voilà une simulation qui vous montre la même chose. Hein. On connaît les équations, à nouveau on peut les regarder. Et effectivement, c'est pas du tout régulier. C'est même tellement peu régulier que celui-là finit par s'arrêter parce qu'il y a un petit peu de frottement, mais il ne reproduit jamais exactement la même chose. Hein, un peu comme l'équilibre instable où finalement une petite perturbation faisait qu'on s'écartait toujours de ça. Celui-là, il fait ça presque tout le temps. Il a toujours envie de s'écarter de là où il était. Ce qui fait qu'en fait, il ne repasse jamais 2 fois exactement par le même endroit. Il ne refait jamais exactement la même chose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un système chaotique. Chaotique, ça veut dire qu'on ne peut pas le prédire. Alors que pourtant, il n'y a pas de bruit sur le système. Je vais vous montrer la même simulation sur l'écran que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais cette fois-ci avec 2 pendules dont les longueurs sont à peine différentes. 1 millième.
Donc vous avez là deux pendules, l'un derrière l'autre, c'est une simulation, donc c'est facile à faire. Et la longueur d'un des bras est à peine différente, d'un millième. Et vous voyez, on les lance ensemble, avec la même condition initiale, la même position, la même vitesse, et puis ils ont des vies complètement différentes. Complètement différentes. Alors que c'est quasiment le même objet. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle les mathématiciens parfois vous disent « je ne sais pas » ou « je ne peux pas prédire ». C'est une des questions qui est la limite du modèle, c'est-à-dire le lien entre le monde réel et le modèle mathématique, et l'autre question qui est la limite de qu'est-ce qu'on peut faire dire à ces modèles quand ils sont si sensibles à une toute petite perturbation. C'est-à-dire qu'en perturbant à peine les choses, je vous mets une photo d'Henri Poincaré qui est un des pionniers de cette idée, c'est-à-dire qu'une toute petite perturbation de rien du tout va faire que le comportement est différent et donc que les choses ne sont pas prédictibles. J'ai encore des choses à montrer, mais je vais m'arrêter là parce que... Non? Bon, je peux finir rapidement. Alors, si vous êtes... Je ne veux pas abuser de votre temps. Un des pionniers de ces choses-là, dont je vous ai parlé un peu de Poincaré, mais il y avait Édouard Lorenz, qui a en fait été un des pionniers de ce chaos déterministe. C'est cette notion de, même si on comprend les choses, on ne pourra pas prédire, en particulier le temps. Même si vous avez les bonnes équations, vous avez bien compris le temps, vous n'arriverez pas à le prédire. Pourquoi? Parce que si vous vous trompez dans votre modèle sur la température à Cargès d'1 degré, eh ben, vous aurez une prévision qui est fausse, parce que cette erreur va croître avec le temps. Des perturbations très très petites vont donner des solutions différentes. Alors, Ed Lorenz, c'est lui, c'était un météorologue au MIT. C'est le même plus âgé. J'ai tendance à le préférer plus âgé, je trouve plus sympathique que sur la première, où je trouve un petit peu dur. Mais alors, en fait, ce phénomène mathématique ou physique qu'on regarde là, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet papillon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc, Ed Lorenz est connu pour cet effet papillon. Et le plus drôle, c'est que ce n'est pas lui qui l'a inventé. Donc, il allait présenter son travail, son étude. Donc, lui, s'intéressait à la météorologie. Il avait fait un modèle pour l'étude du temps, prévision du temps, extrêmement simple, presque aussi simple que ça. Alors, celui-là, il a en fait 4 degrés de liberté, les deux angles, les deux pendules et les deux vitesses des deux pendules. Le sien n'avait que 3. Et puis, il devait présenter ça à une conférence et il était en retard pour envoyer son titre. Ça aussi, c'est intéressant. Les scientifiques sont toujours des gens désorganisés et en retard, qui envoient leur titre au dernier moment. Et comme il était en retard, en fait, c'est l'organisateur de la conférence qui a écrit le titre pour lui. Et le titre qu'il a écrit, c'est « Est-ce que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas ?» Et c'est ce qui a fait cet effet papillon, en fait, qu'on connaît, qui dit effectivement une toute petite perturbation de rien du tout, comme un papillon qui passe et qui fait un battement d'aile, peut donner, si on attend assez longtemps, 2 états du temps aussi différents qu'une tornade et pas de tornade. Évidemment, ça ne dit pas que chaque battement d'aile de papillon crée une tornade. Ça vous dit juste que des états très très proches, à très peu de choses près, vont mener à des comportements différents, aussi différents qu'une tornade et pas de tornade. Et donc ça, c'est un exemple de son calcul. En fait, il avait relancé son calcul sur un ordinateur un petit peu différent, et puis il avait vu comme ça les deux calculs se séparer à mesure du temps, alors qu'il relançait exactement le même calcul qu'avant, il avait seulement changé l'ordinateur. C'est assez étonnant. Voilà, et je m'arrête là cette fois-ci, en citant une dernière fois Einstein, qui a dit de nombreuses choses intéressantes, dont celle-là, sur les mathématiques. Et effectivement, plus on en fait, plus on s'aperçoit qu'on a des difficultés en mathématiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.